Le chapitre 4, c'est les interactions de l'individu au sein d'un groupe. La première partie, ce serait de se demander quelle est la place de l'individu au sein d'un groupe. Donc la place, on se la définit grâce à l'identité sociale. C'est la reconnaissance de la place que l'on occupe dans la société par les autres personnes. Donc c'est ce qui fait qu'on est reconnu comme légitime pour être à cette place-ci. Par exemple, dans une entreprise, le créateur de l'entreprise sera reconnu comme le gérant légitime dans la mesure où c'est lui qui a créé l'entreprise. On peut distinguer dans un groupe deux types de relations. Les relations formelles, donc ce sera les relations plus professionnelles, et les relations informelles, les relations plus amicales. C'est ce qui est développé dans le chapitre précédent. Peu importe si le groupe est formel ou informel, si l'on est à l'intérieur d'un groupe, que l'on partage les mêmes normes, les mêmes valeurs, la même culture ou les mêmes centres d'intérêt, ce sera notre groupe d'appartenance, le groupe dans lequel on est inclus. Au groupe d'appartenance, on peut opposer le groupe de référence. C'est pas le groupe dans lequel on évolue, mais c'est le groupe qui nous inspire, dans lequel on a envie d'évoluer, qu'on a envie de rejoindre. Donc pour ça, on va copier leurs normes, leur culture, leur façon de faire pour évoluer et réussir à rejoindre ce groupe. Par exemple, prenons l'exemple des écoles de commerce. Les écoles de commerce, le groupe d'appartenance, c'est l'aspect étudiant. Et le groupe de référence pour un étudiant en comptabilité sera les comptables. Dans les spécialités business développement, ce sera une attitude de commercial, etc. Et on va apprendre à copier, à s'inspirer de l'attitude des personnes de notre groupe de référence pour pouvoir le rejoindre. Pour conclure cette partie, on peut parler vraiment de l'organisation du groupe, de la hiérarchie du groupe, donc c'est-à-dire les rapports de subordination entre les membres du même groupe. Donc chaque membre dans un groupe a un statut, donc c'est la position qu'il occupe dans le groupe et cette personne est reconnue par les autres comme légitime à avoir ce statut. Au statut, on peut opposer l'identité sociale. C'est la reconnaissance par les autres de la place occupée au sein d'un groupe. Par exemple, si un employé est toujours présent pour les autres, qu'il arrive à les motiver, à les garder dynamiques et à faire tourner l'équipe dans une bonne humeur, on peut dire que son statut hiérarchique est assez bas, il est employé, il n'est pas responsable, etc. Mais son idée sociale, la manière dont il est reconnu par les autres, est qu'il occupe une place de leader. Donc c'est à peu près l'ensemble des mots qu'il faut connaître sur la place de l'individu dans un groupe, donc formel, informel, référence, appartenance, statut et identité sociale. Ensuite, on va pouvoir parler de l'intégration de ces individus, de ces membres des groupes dans l'organisation. On a vu dans le chapitre précédent que le sentiment d'appartenance permettait de conserver la motivation et était un point fondamental de la bonne productivité d'une organisation. Et pour créer un sentiment d'appartenance, il faut qu'il y ait une culture d'organisation. Donc pour cette culture d'organisation, elle se divise en 4 parties. La première partie, ce sera les codes. Donc c'est l'ensemble des pratiques partagées par tous les membres de l'organisation. Par exemple, le dress code, ce sera un costume. Une personne qui ne vient pas en costume n'aura pas les codes et elle sera légèrement à part. La seconde partie, ce sera les normes. Donc c'est les règles de conduite fixées par l'organisation. Par exemple, être à l'heure, signer ses mails d'une certaine façon ou remplir tel ou tel document d'une manière précise. Pour le troisième point, on peut mettre en avant les valeurs. Donc c'est les grands principes moraux auxquels se réfèrent tous les membres du groupe. C'est-à-dire que c'est ce que l'organisation estime digne d'estime. Par exemple, une entreprise peut mettre en avant particulièrement le courage, le respect, l'abnégation, etc. Et le dernier point clé de la culture de l'organisation, ce sera les rituels. Donc les rituels, c'est un comportement répétitif et normé qui sera respecté par les individus. Dans une entreprise, ça pourrait se matérialiser par tous les vendredis, de 13h à 14h, nous avons une réunion. Et c'est des choses qui vont se répéter frénétiquement toutes les semaines, tous les mois, etc., afin de créer un quotidien et donc des habitudes. Chaque groupe, chaque organisation a une représentation sociale, donc c'est-à-dire qu'à travers leurs attitudes, leurs valeurs, leurs normes, etc., les personnes extérieures vont interpréter la réalité pour mieux l'intégrer.
C'est-à-dire, à partir de quelques bribes que l'on a de telle organisation, on va réussir à construire quelque chose, une image. Par exemple, les startups vont avoir l'image d'entreprises qui sont informelles, parfois l'air désorganisé. On imagine qu'il n'y a que des personnes de moins de 30 ans qui travaillent en open space. Mais il faut tout de même faire attention à ce que ces représentations sociales ne deviennent pas des stéréotypes, c'est-à-dire des images préconçues, simplifiées de l'individu ou de l'organisation. Par exemple, pour continuer sur l'exemple de la start-up, les stéréotypes de la start-up sont que ce sont des entreprises qui sont désorganisées, qui ne tiennent pas longtemps, etc. Et ces stéréotypes, ces idées préconçues vont avoir un impact négatif sur l'entreprise. Par exemple, diminuer la crédibilité ou